C'est l'une des idées chocs d'un rapport publié par les inspections générales des finances, de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, qui a été révélé par nos confrères des Échos le 30 juin dernier. Selon les fonctionnaires de Bercy, la hausse des droits de scolarité serait l'un des principaux leviers d'augmentation des ressources propres des universités. Et un rapport, donc celui-ci, qui propose de porter à 1 000 € l'inscription à l'université contre 184 € en moyenne en licence et 256 € en master. Nous en débattons avec William Martinet, bonjour. Vous êtes président de l'UNEF, et Augustin Landier, bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment économiste et professeur d'université. Alors, nous avons cette méthode, c'est de vous donner 1 minute chacun pour présenter vos arguments. William Martinet, c'est à vous. Alors la question des frais d'inscription, c'est finalement la question du financement des universités. Et il y a deux modèles qui s'opposent. Un premier modèle qui considère que l'éducation c'est un investissement collectif, donc c'est à l'État, à travers l'impôt, de financer les universités, et ça implique la gratuité ou la quasi-gratuité des études. Et puis il y a un autre modèle, un modèle libéral, qui considère là que l'éducation, c'est un investissement personnel, que c'est aux étudiants et à leurs familles de payer leurs études, et donc ça implique des frais d'inscription élevés, voire très élevés. Et donc il faut faire un choix de société entre ces deux modèles, voir quelles sont leurs conséquences. Et l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de se contenter d'un débat théorique, c'est que partout sur la planète, on a plein d'exemples de mise en place de ces modèles. Si on regarde le modèle de la gratuité, c'est finalement pas en France qu'il est le plus développé, parce que certes les frais d'inscription sont bas, mais à travers les bourses, les étudiants sont très peu aidés. Donc c'est plutôt le modèle scandinave, où là, gratuité et une allocation d'autonomie pour tous les étudiants. On se rend compte que c'est le modèle qui a le plus de performance, qui permet de former le plus de jeunes diplômés. Et puis même au-delà de ça, quand on demande aux jeunes des pays scandinaves, c'est eux qui ont le plus de confiance dans l'avenir. Et par contre, quand on regarde l'autre modèle, par exemple aux États-Unis, on se rend compte qu'il coûte très cher, qu'au final, il ne permet pas de former beaucoup de diplômés et que surtout, il a des conséquences sociales graves, l'endettement qui est extrêmement important pour les étudiants et pour leurs familles. William Martinet, donc contre l'augmentation des frais d'inscription. Augustin Landier. Moi, je suis en faveur de cette augmentation. Alors pourquoi ? Dans l'absolu, si tout pouvait être gratuit, ça serait mieux. On aimerait bien tous avoir la santé gratuite, l'enseignement gratuit, la radio gratuite, tout est gratuit. Bon, ça ne fonctionne pas. C'est que l'économie, c'est gérer la rareté. La radio, c'est gratuit, il y a la publicité, il y a d'autres modes de financement. Alors, pour ce qui est de l'éducation, donc premier point, l'université française va mal. Elle décroche dans les classements. Les gens ont tendance à partir, les chercheurs stars ont tendance à quitter l'université française. Bon, c'est un problème. Il faut qu'on gère ce problème. Ce gouvernement, pour l'instant, n'a pas fait grand-chose. Il est temps d'agir, de formuler le problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Encore une fois, dans un monde sans rareté, si on avait des espèces de poches de budget sur lesquelles on pouvait mettre des pompes pour augmenter les budgets, très bien. C'est pas le cas. Aujourd'hui, on a une double rareté, donc la rareté des budgets de l'État, et puis celle des talents. C'est-à-dire qu'on est sur un marché qui est devenu beaucoup plus compétitif. Garder les talents, garder les chercheurs, c'est devenu plus difficile pour les universités. Donc, si on veut vraiment rester dans la course à cette économie dans cette économie des talents, où on veut avoir des équipes de recherche vraiment de niveau mondial, et puis produire de l'enseignement de qualité vraiment bonne, qui augmente la productivité des gens, il faut trouver une solution. Et les frais de scolarité, c'est une solution qui est saine. Pourquoi ? Parce qu'on peut accompagner les étudiants qui ont besoin de financement avec des systèmes de bourse. Donc effectivement, vous avez raison, il faudra accompagner ça. Augmenter les frais de scolarité pour maintenir la qualité des études, William Martinet. Mais ce qu'on voit dans tous les pays qui mettent en place des frais d'inscription extrêmement élevés, c'est que justement, il n'y a pas de justice sociale. C'est pas vrai que les systèmes d'accompagnement sont à la hauteur. Dans le sens de, quand on est un jeune des catégories populaires, oui, quoi qu'il se passe, on vous demande de vous endetter pour pouvoir faire des études. Et donc, on peut expliquer ce qu'on veut, mais un jeune des catégories populaires, quand on lui dit, pour faire des études, il va falloir que tu t'endettes 10, 20, 30 ans, oui, c'est du coup un jeune qui renonce à faire des études, et c'est ça qui fait que ces systèmes ne sont pas performants. Et j'insiste là-dessus, on regarde le nombre de diplômés, les États-Unis forment moins de diplômés que la France, et encore moins que les pays scandinaves. Donc même en restant sur ce terrain de la performance du système éducatif, il faut juste voir quels sont les objectifs, ce n'est pas performant. Donc 2 points là-dessus. D'abord, la France, le système actuel, c'est le comble de l'hypocrisie, parce qu'en réalité, les droits d'inscription, les grandes écoles l'appliquent, et puis certaines universités qui ont un statut spécial, certains masters de Dauphine, etc. Donc on est vraiment dans un monde totalement hypocrite, où en réalité, l'enseignement de qualité en France, il est payant de facto. À Sciences Po, les frais de scolarité montent jusqu'à 14 000 € par an. C'est quand même assez élevé, si vous voulez. C'est nouveau, ça, non ?
ça a augmenté progressivement. Mais c'est un système qui s'accompagne d'objectifs de mixité sociale. Donc c'est indexé, il y a un barème et c'est indexé sur les revenus des parents. On a 4 fois moins d'enfants d'ouvriers à Sciences Po que dans les universités françaises, par exemple. Par ailleurs, mixité sociale, c'est extrêmement relatif. Par ailleurs, là-dessus, vous êtes d'accord avec Augustin Landier et William Martinet sur le système à deux vitesses. Le système à deux vitesses. Tout à fait. Mais le problème, c'est pas d'avoir des universités qui ne font pas des frais d'inscription élevés. Le problème, c'est d'avoir un système à deux vitesses où non seulement les frais d'inscription sont élevés dans certaines écoles, mais j'ai envie de dire, c'est pire que ça. Même le financement public, le financement de l'État, c'est 2 fois plus par an et par étudiant dans une classe préparatoire aux grandes écoles qu'à l'université. Donc dans les filières sélectives où on a les jeunes des catégories sociales les plus favorisées qui vont, l'État met 2 fois moins de moyens que dans les universités. Voilà. Il est là le problème. Et votre second point ? Alors, il l'a perdu. Attendez, mon second point sur... Attendez, voilà, j'ai perdu. La réponse de William Martinet. Mais c'est pas grave, on va continuer justement sur cet enseignement à deux vitesses. Voilà, ça je peux rebondir là-dessus. C'est-à-dire qu'on est d'accord sur le diagnostic. Donc on est dans ce système très hypocrite où finalement l'université fournit un enseignement de qualité inférieure et où les universités... Je voudrais faire, je sais pas moi, HEC, mais j'ai pas d'argent, donc je vais aller à l'université. C'est ça en fait ce qui se passe aujourd'hui en France ? Non, les universités qui ont... je pose la question. Elles ont une mission supplémentaire que n'assument pas les classes préparatoires et les grandes écoles, c'est d'accueillir tous les bacheliers. C'est-à-dire que les universités ne peuvent pas se permettre de trier. On va prendre le bon, le très bon en fonction de sa mention au baccalauréat. Donc les universités, elles ont une responsabilité de service public supplémentaire, celle d'être un ascenseur social. Et le paradoxe et effectivement l'hypocrisie dans ce pays, c'est qu'aux établissements à qui on demande une responsabilité sociale plus forte, les universités, on leur donne moins de moyens publics pour le faire comparé aux classes préparatoires et aux grandes écoles. Là aussi, le tabou de la sélection, il va vraiment de pair en fait avec ce tabou des frais d'inscription. Encore une fois, le sujet des frais d'inscription, il s'agit à la fois de développer un système de prêt aux étudiants qui peuvent être éventuellement subventionnés et puis de tenir compte des revenus des parents dans les barèmes. Ce qui a été fait à Sciences Po et puis c'est appliqué dans beaucoup d'autres pays. Donc là, vous sortez des généralités un peu sur ce qui marche pas. Et en ce moment, c'est vrai que les États-Unis, il y a une telle inflation des frais d'inscription que effectivement, c'est une situation qui est problématique. Les prêts étudiants sont montés trop, etc. Il y a d'autres pays, l'Australie par exemple, fonctionne bien. Il y a un taux d'accès très élevé. L'OCDE fait des classifications. C'est pas comme si on voyait deux systèmes, un système un peu anglo-saxon horrible où ça serait la reproduction des élites, des riches, et puis de l'autre côté un système beaucoup plus généreux et redistributif. Non, c'est pas le cas. C'est-à-dire que en France, on n'est pas dans un système redistributif. En réalité, on est dans un système qui, à la fois avec ce système à deux vitesses, grandes écoles versus universités, reproduit les élites, et même au sein de l'université, c'est en réalité la classe moyenne qui en bénéficie. Les pauvres sont peu représentés à l'université. Une première pause, et dans un instant, on prendra justement l'exemple de Sciences Po. À tout de suite. Tous les jours, midi 14h, Europe Midi. Europe Midi. Pierre de Villeneuve. Suite de notre débat sur cette question. Faut-il oui ou non augmenter les frais d'inscription à l'université alors que, effectivement, un rapport propose à les porter à 1 000 € par an alors qu'ils sont environ de 200 €. Et j'ajoute quand même que sur Twitter, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, a dit qu'il n'était pas question d'augmenter ses droits d'inscription à l'université. Nous dialoguons avec William Martinet, président de l'UNEF, et l'économiste libéral Augustin Landier. William Martinet, on voulait prendre l'exemple de l'IEP de Paris, très concrètement. Tout à fait. Parce qu'on n'est pas obligé d'aller chercher jusqu'aux États-Unis pour voir ce que donne un modèle avec des frais d'inscription élevés. Donc Sciences Po Paris, c'est vraiment l'exemple libéral. On nous explique, il faut augmenter les frais d'inscription, mais ne vous inquiétez pas, on va le faire en fonction des revenus des parents. Ça va être des frais d'inscription progressifs. Et qu'est-ce qu'on constate dans ce système ? C'est que finalement, si on veut faire de la justice sociale à travers les frais d'inscription, il faudrait qu'ils soient extrêmement progressifs, donc gratuits pour les catégories populaires, et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour les jeunes des familles les plus aisées. Et en pratique, c'est impossible à faire. Vous l'avez dit tout à l'heure, à Sciences Po, l'éventail des frais d'inscription progressifs, c'est de 0 à peu près 14 000 €. Ça fait que du coup, en pratique, ce n'est pas un système de frais d'inscription progressif, c'est un système de frais d'inscription régressif en proportion du revenu. Ce sont les classes moyennes qui payent le plus cher à Sciences Po. Donc généraliser ce système, c'est dire on va faire payer aux classes moyennes le système éducatif. Et je me permets juste un deuxième argument qui est si on généralise ce système de Sciences Po à toutes les universités, ça veut dire qu'on va expliquer aux universités que c'est en fonction de votre public social que vous allez vous financer.
Si vous n'avez pas de chance et que vous avez beaucoup de boursiers, zut, vous n'aurez pas beaucoup de frais d'inscription. Et inversement, si vous êtes une université parisienne, publique socialisée, vous serez mieux financé. Avec ça, on va créer un enseignement supérieur à deux vitesses qui sera extrêmement inégalitaire, et l'étudiant de Villetaneuse, pas de chance pour lui, il aura des formations moins bien financées que l'étudiant intramuros. Augustin Landier. Alors là, si vous voulez, encore une fois, dans l'absolu, s'il n'y avait pas de problème de financement, si on avait des réserves cachées, des mines d'or ou de pétrole comme la Norvège, on n'aurait pas ces problèmes. Il faut que vous proposiez quelque chose pour sortir l'université de sa médiocrité et le fait qu'elle s'enfonce un peu dans une incapacité à attirer les talents, à monter le niveau, à devenir sur la scène internationale, à offrir des programmes qui soient vraiment aptes à attirer des élèves de bon niveau, des pays étrangers, etc. Alors, de toute façon, c'est toujours la classe moyenne qui paye au bout du compte, que ça soit de manière indirecte par des impôts qui du coup sont déversés par d'autres tuyaux. Progressif et faire payer les plus aisés, ce qu'on peut pas faire avec des frais d'inscription. Je pense pas que ça soit malsain le principe que les classes moyennes payent. C'est d'ailleurs de facto le cas via l'impôt aujourd'hui. Des questions pour vous, messieurs. 3921. Camille nous appelle. Camille nous appelle. Pardon. Elle est jeune, Camille. 16 ans, vous avez, Camille? Non, j'ai 17 ans. Ah bon, d'accord. Bon, on vous écoute quand même. C'est une blague, alors, surtout même. Oui. En fait, moi je vous appelle parce que je pense qu'on devrait d'abord réfléchir en termes d'harmonisation européenne des frais d'inscription à l'université. C'est-à-dire que la France est d'abord un pays qui accueille énormément aussi d'étudiants étrangers parce qu'elle a quand même des frais d'inscription plutôt attirants si on compare, bien entendu, avec les pays anglo-saxons, avec l'Allemagne qui a quand même, je crois, des frais d'inscription autour de 1 000 €, même si il y a une bourse assez importante aussi. L'Allemagne, c'est beaucoup moins. C'est gratuité dans les universités allemandes. Il y a sûrement des écoles allemandes qui font payer très cher, mais les universités allemandes, en Allemagne, il y a une sélection beaucoup plus drastique à l'entrée. C'est-à-dire que, par exemple, pour faire médecine en Allemagne, il faut avoir mention très bien, alors qu'en France, tout le monde a accepté, avec ensuite un numerus clausus beaucoup plus important par la suite. Donc la sélection se fait aussi en France, mais finalement plus tardivement. Oui. Donc votre réflexion là-dessus, c'est qu'on devrait avoir une harmonisation européenne, que ce soit plus consensuel au niveau de tous les pays européens. Qu'est-ce que vous en pensez, Augustin Landier ? Moi, je pense que l'harmonisation, elle est mondiale. C'est-à-dire que la France, comme d'autres pays, attire des étudiants. Je vais être très concret. C'est-à-dire qu'à l'école d'économie de Toulouse, par exemple, on a beaucoup de Chinois qui viennent. Souvent, les Chinois nous disent « Attendez, mon gouvernement me donne une bourse de 20 000 $ par an et vous me dites c'est gratuit. Moi, je préfère aller à la London School of Economics qui est payante. Au moins, cette bourse, les gens ont l'impression, si vous voulez, d'acheter un service de meilleure qualité. Donc cette idée que l'attractivité est très liée au prix faible, c'est pas le cas parce que beaucoup d'États, et en particulier les pays en voie de développement comme la Chine, ont des systèmes de bourse très agressifs. Eux, leur but, c'est d'envoyer les étudiants vers les meilleures universités mondiales. Et effectivement, actuellement, un Chinois préfère aller à Stanford ou à Oxford que aller dans une université française, même si c'est gratuit, parce que les meilleurs d'entre eux ont des bourses. Mais quand on parle de performance des universités, il faut savoir de quelle performance on parle. Si effectivement le but c'est les classements internationaux. Le plus connu d'entre eux, c'est le classement de Shanghai. Vous savez comment il est fait, ce classement ? On prend le nombre de prix Nobel dans chaque université, on divise par le nombre d'étudiants, et c'est formidable, ça nous dit quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises universités. Sinon, on peut se poser d'autres questions. Quel doit être l'objectif d'un service public ? Et depuis tout à l'heure, je parle de nombre de diplômés d'une génération, où là, c'est un fait. À chaque fois qu'on regarde les chiffres, les systèmes libéraux avec frais d'inscription élevés, c'est des systèmes qui arrivent mal à former toute une génération et avec une reproduction sociale importante. Et ça, c'est un objectif même économique pour le développement économique du pays, pour la croissance, qui est extrêmement important. Vos avis au 3921. Pierre nous appelle du département de l'Isère. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Alors vous êtes concerné parce que vous travaillez dans une grande école. En effet, je travaille dans une grande école de commerce, où là, il y a une vraie sélection à l'entrée, puisqu'il n'y a que 4,5% des étudiants qui sont acceptés. Donc c'est vrai qu'il y a une demande qui est très forte. Il y a une scolarité qui est payante, ça coûte à peu près 12 000, 13 000 € par an, en fonction des différents cursus. Moi, je voulais revenir un tout petit peu sur ce qui est dit d'une manière générale. Alors moi, je suis pour les frais d'inscription, pas pour que ce soit un prix équivalent à celui d'une grande école. On est très clair là-dessus. Là, c'est un rapport qui préconise 1 000 €, donc on est loin des 12 ou 14 000 €. Oui, bien sûr. Ceci dit, les classements de Shanghai, c'est bien facile comme ça de les balayer d'un revers de main, mais mine de rien, c'est bien comme ça qu'on est évalué au niveau mondial, et les grandes écoles sont bien évaluées comme ça au niveau mondial aussi. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que à partir du moment où les choses sont quasiment gratuites, ça n'a plus vraiment de valeur. À un moment donné, il n'y a plus véritablement le service. Je suis pas tout à fait sûr, moi, de mon côté,
qu'il y aurait autant d'étudiants en psychologie, lettres anciennes, et tout ce qu'on peut imaginer, des tas de filières dans lesquelles il n'y a quasiment aucun débouché, qui bouchonnent véritablement les universités d'une manière générale. Je serais bien curieux de savoir s'il y avait 3 sous à donner, disons 1 000 euros, restons sur ces 1 000 euros, si les gens débourseraient les 1 000 euros aussi facilement que ça pour aller dans des filières dont ils savent pertinemment qu'il n'y a aucun débouché au bout. Ça, c'est une des questions que je me pose. Merci Pierre pour votre questionnement, William Martinet. C'est sympa pour les profs de psychologie et de lettres modernes. C'est sympa pour eux. Bon, heureusement, là, on est très critique vis-à-vis de l'université. Il y a effectivement beaucoup de réformes à faire, mais oublions pas qu'un diplôme universitaire, ça protège du chômage quand même quand c'est un diplôme de sciences humaines ou de sciences sociales. Mais moi, je vais rebondir sur un sujet qui est très intéressant là dans ce témoignage, c'est d'expliquer qu'à partir du moment où on va faire payer les étudiants, on va les responsabiliser et tout ira mieux. Ça, c'est vraiment un fantasme d'économiste libéral. On se dit, on va transformer l'université. Il est en face de vous, l'économiste libéral. J'ai pas utilisé cet argument du tout. On va transformer. L'auditeur l'a évoqué, il revient souvent. On va transformer l'université en entreprise, les étudiants en clients, et comme ça, dans ce grand marché, on est sûr que tous les acteurs, ils vont prendre des décisions extrêmement rationnelles. Les étudiants, au moment de s'inscrire, au moment de réviser leur partiel, ils vont mesurer le rapport risque-avantage et ils vont prendre la meilleure décision. Sauf que la vie, c'est toujours un petit peu plus compliqué que la théorie et qu'un grand marché. Et on a d'autres économistes qui sont très intéressants, qui notamment aux États-Unis font des études un peu plus empiriques et qui regardent le comportement des jeunes et de leurs familles sous la pression des frais d'inscription. Et là, on se rend compte que on a des jeunes des catégories populaires qui, même si on leur explique endettez-vous, mais vous allez voir sur le long terme, vous allez gagner en revenus, etc. En fait, non, ils font pas d'études. Et même sinon, on regarde des étudiants c'est une crainte. Exactement, c'est une crainte. Les gens n'ont pas toujours un comportement rationnel. S'endetter pour plusieurs années, c'est compliqué. Et c'est pareil, au moment où on travaille pour essayer de réussir ses partiels, quand un étudiant il se dit si je rate mes partiels, je repars pour 5 ans d'endettement, qu'est-ce qui se passe ? Juste, il est humain, il angoisse, il n'a pas le comportement rationnel que certains rêveraient d'avoir. Donc c'est un système qui ne marche pas. Là, je vais faire 2 réponses. Donc, la première, c'est après les travaux de Bourdieu, Bourdieu lui-même avait regardé de très près ces questions de redistribution via l'éducation dans les grandes écoles. Et les écoles, s'il avait constaté, c'est que les écoles de commerce, en fait, recrutaient beaucoup plus, de manière beaucoup plus diversifiée et en dehors des élites que, par exemple, des écoles d'ingénieurs gratuites comme Polytechnique, par exemple, où il y a beaucoup plus de reproduction des élites. Donc ça, c'est le premier point pour dire, c'est pas les écoles de commerce, par exemple, qui sont payantes. Les gens savent qu'ils vont avoir un retour sur investissement assez rapide. On est très loin de la situation américaine où il faut des décennies pour rembourser. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. Et là, vous voyez bien, pour l'université, on parle de 1 000 euros par an. Donc même avec une vision assez pessimiste de l'avenir des étudiants, on n'est pas en train de parler d'un boulet qu'ils vont traîner toute leur vie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la question de la redistribution. On peut dissocier la question de la redistribution, est-ce qu'on veut aider les étudiants pauvres, et la question de est-ce que l'université est payante ou pas. On peut imaginer un chèque éducation dont chacun dispose et qui peut utiliser un peu comme il veut. Et ça permettrait de créer la concurrence entre les universités et de dire il y a des programmes pour lesquels la demande est plus forte et qui du coup peuvent demander des prix un peu plus élevés. Et puis par ailleurs, on aide avec des chèques étudiants ceux qui sont en difficulté. Mais les 2 questions sont vraiment dissociées. La question de savoir comment on veut redistribuer dans la population l'argent, c'est une question qui est indépendante de celle de est-ce qu'on veut un prix pour les services qui sont fournis par les universités. Faut-il augmenter les frais d'inscription à l'université ? Oui ou non ? Vous continuez de réagir. Nous accueillerons juste après Marie et Marie-Thérèse. À tout de suite, 3921. Europe Midi. Pierre de Villeneuve. Faut-il, oui ou non, augmenter les frais d'inscription à l'université alors qu'un rapport propose de mettre 1 000 euros à peu près de frais d'inscription au lieu des 180, 250, ça dépend des filières. Marie nous appelle du Relec Quéruon dans le Finistère. Pardon Oui. Marie. Pardon, bonjour. Je suis désolée pour le nom de mon village. C'est pas grave, on blâmera le maire mais pas vous. D'ailleurs, il n'est pas à blâmer non plus. Tout va bien, non, pas du tout. Alors, écoutez, j'ai bien suivi le débat depuis le début. Pas mal de choses qui m'étaient venues à l'esprit ont déjà été dites, donc je vais pas, voilà. Je pensais simplement, moi, on parle beaucoup de performance.
on parle pas beaucoup d'orientation. Et moi, je sais qu'au lycée, on nous disait toujours, écoutez, il faut travailler pour avoir le bac. Voilà, le but c'est d'avoir le bac. Et on réfléchit pas énormément. Alors, il y a des formes d'orientation, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire parce qu'on n'a jamais essayé. Quand on arrive à la fac de droit, on découvre le droit. Et ça fait beaucoup d'échecs qui sont évitables et qui coûtent cher à l'université. On pourrait éviter ça. Est-ce qu'au lieu d'augmenter les frais d'inscription, on ne pourrait pas déjà créer un cadre légal qui permettrait dès la 3e, en aménageant les horaires du coup au lycée, permettrait aux gens de faire des stages déjà en entreprise. Et de choisir leur filière. Et ensuite, créer une petite matière au bac, par exemple, qui ferait une sorte de petite présélection. Vous voyez, genre, il faut avoir 10 en droit pour être pris à la fac de droit. Vous voyez, quelque chose comme ça, qui ciblerait pas telle ou telle classe sociale, qui ne ferait pas une usine à gaz pour savoir qui paye pas. Parce qu'au final, ça va être les classes moyennes, toujours pareil. Les plus riches tireront leur épingle du jeu. Merci. Ils partiront. Les plus pauvres, eux, ils trouveront le moyen d'avoir des chèques, machin chose. Donc, ça va être encore les mêmes qui vont avoir la pression. Et pour avoir habité aux États-Unis, je sais qu'il y a aussi un problème avec ces frais d'inscription, c'est que parfois, on se trompe dans l'orientation. Mais comme on a payé très cher, on doit suivre toute sa vie une filière pour laquelle on n'était pas fait, parce qu'on a la pression, une pression financière très forte, et puis on rate sa vie, quoi. Et donc ça... c'est quand même un problème qu'on rencontre beaucoup. Il y en a un qui dit exactement et l'autre qui dit c'est pas vrai. Alors, celui qui dit exactement. Si. D'ailleurs, un chiffre étonnant, le taux d'échec en première année aux États-Unis est plus important qu'en France. Donc on nous explique, ils vont payer très cher, ils vont être très motivés, du coup c'est bon, ils vont réussir leur année. En fait, c'est faux. Effectivement, tout ça participe à mettre la pression sur les étudiants. Il suffit pas de faire payer cher pour que les étudiants soient mieux orientés. Et aux États-Unis, on a un taux d'échec qui est plus important. Augustin. Ce que je contestais, c'est l'idée que le choix des filières soit irréversible aux États-Unis. En fait, la marque de fabrique du système undergrad américain, c'est-à-dire jusqu'à la licence, bilingue en plus, c'est qu'on peut faire vraiment son propre cocktail de disciplines. Donc vous pouvez très bien étudier le latin et les maths et décider finalement de devenir historien ou économiste. Donc il y a beaucoup moins d'irréversibilité. Et sur l'idée de Marie, dès la 3e d'instaurer ce système, qu'est-ce que vous en pensez? Et je crois que on est vraiment dans une période où c'est très important que les jeunes effectivement s'interrogent sur quels sont les métiers de l'avenir. Leurs parents sont pas forcément les mieux placés pour leur donner des intuitions là-dessus. À mon avis, ce qu'il faut responsabiliser, c'est pas seulement les jeunes, comme disait William tout à l'heure, mais c'est aussi les universités elles-mêmes. C'est-à-dire que je pense que la charge de la preuve, c'est du côté des universités. Elles doivent vendre leur programme, expliquer aux jeunes pourquoi elles pensent que, elles ont exactement, et prouver que effectivement l'accès à l'emploi est garanti, montrer ce que les anciens élèves deviennent, structurer les réseaux d'anciens élèves. Ça, c'est le boulot, c'est la responsabilité des universités. Mais pour ça, il faut qu'elles soient motivées. C'est-à-dire qu'il faut avoir un très bon master par opposition à un master qui débouche sur des niveaux de chômage élevés et pas forcément catastrophique. Je suis pas dans l'apocalyptique, mais il faut que les universités soient motivées par l'idée de créer des programmes d'excellence. William Martinet. En tout cas, il faut une vraie orientation et qui surtout soit une continuité entre le lycée et l'université. Un des drames de notre système, c'est cette rupture entre le secondaire et le supérieur. On abandonne un bachelier, on abandonne un jeune une fois qu'il a le baccalauréat. Donc il faut une continuité dans cette orientation. Et puis il faut aussi réformer les premières années universitaires. Je ne sais pas si c'est exactement sur le modèle américain, mais on peut faire l'information en amont tant qu'on veut sur, par exemple, qu'est-ce qu'une première année de droit. La réalité, c'est qu'une fois que le jeune il sera dans cet amphithéâtre de droit, c'est là qu'il le découvrira vraiment. Donc on a besoin en première année plutôt de la pluridisciplinarité qui permet de se spécialiser progressivement. Et c'est vrai que ça éviterait des redoublements par défaut d'orientation. Ce serait mieux pour les jeunes, ça permettrait de faire des économies pour tout le monde. Mais ça, faut réussir à faire bouger les universités, parce que leur expliquer que c'est pas dès la première année qu'on va faire soit de l'économie, gestion, soit de l'histoire ancienne ou contemporaine. C'est beaucoup de gaspillage en première année. Ça, je veux dire, c'est dit par tout le monde, quoi. Ça, c'est avéré. Ça vient de cette absence de sélection. Donc là aussi, il y a une hypocrisie, c'est-à-dire que tout le monde est accepté, mais en réalité, on sait très bien que... Le nombre de jeunes qui font médecine, puis finalement, qui font du droit, qui finalement font de l'économie, et ça n'a rien à voir. L'un, le deuxième et le troisième. Ça, c'est lié à la question de la sélection. Mais peut-être pour finir sur une note positive... pas forcément dans le sens qu'on pense, parce que les orientations, par défaut, elles se font aussi beaucoup à cause de jeunes qui sont refusés dans les filières qu'ils veulent intégrer et qui se retrouvent par défaut dans d'autres formations. Ma note positive, c'est l'université française. Donc là, je la dépeignais comme un peu en déclin, etc. Mais elle peut exporter. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à voir notre université comme notre système de santé, comme des secteurs qui peuvent exporter. Donc peut-être commençons par faire payer aux étudiants qui viennent en dehors de la communauté européenne, et voilà, de faire des programmes d'excellence dédiés à ces étudiants. Venez goûter à la qualité, mais c'est payant. Merci Augustin Landier, merci à William Martinet d'avoir été avec nous.